Nous continuons notre expédition dans des endroits les plus difficiles d'accès du Pakistan du Nord. Loin des grandes villes, de mosquées anciennes et de lois sévères islamiques, vit un peuple ayant des traditions vraiment peu ordinaires. Une tribu unique qui a pu survivre dans un Pakistan musulman et sauvegarder des lois tout à fait différentes. À cause de leur religion, les musulmans les appellent des infidèles. Une religion où la responsabilité de toutes les actions des humains revient aux chèvres. 3 chèvres par personne par an, en moyenne. Ils estiment leurs femmes d'être impures et les enferment dans les maisons de menstruation. Les femmes y restent 5 jours pendant la menstruation et 10 jours lors de l'accouchement. Elles ne peuvent pas en sortir, c'est ça. Leurs rites sont différents des nôtres. On peut voir des crânes et des os se traîner sous les pieds. Ils sont seuls au Pakistan à avoir la permission de consommer de l'alcool. Chaque soir, je bois une gorgée avant de me coucher. Ça donne de la chaleur dans le cœur et dans l'âme. Aujourd'hui, le peuple de Kalash célèbre la plus importante journée de l'année, Cholmas, la fête de vénération de l'esprit Balmain. Nous voulons assister à cette fête et voir la cérémonie de clôture du festival. On croit ici que Balmain, un esprit ancien, descend dans la vallée pour bénir le bétail et les pâturages de Kalash. Le festival qui dure 2 semaines est rempli de rites mythiques, des danses, des chants et des sacrifices pour invoquer cet esprit. Il faut souligner que ce festival est en fait le nouvel an pour les Kalash. Je ne suis pas sûr de pouvoir y assister. Nous deux, avec l'opérateur, sommes des étrangers. Par conséquent, impurs du point de vue des infidèles. On a réussi à apprendre que pour pénétrer au centre des festivités, il faut être initié. Pour le moment, on ne sait pas en quoi consiste l'initiation et comment la passer. Bientôt, on sera au courant. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Le passage d'une vallée dans une autre n'est pas long, mais très difficile. Le chemin est étroit pour une voiture, des roues tournent au-dessus de l'abîme. Quand il faut laisser passer quelqu'un ou donner marche arrière, ça fait flipper réellement. On est par choc, contre par choc. Assalamu alaikum. Salam alaikum. On se touche presque, la distance de quelques centimètres. Sur ce chemin, il y a souvent des glissements de pierres ou de terrain, des encombrements à cause de ânes. En voilà, juste derrière un âne parmi les voitures. Qui aurait pu dire que ce n'est pas super? Ce sont justement des aventures pour lesquelles il faut visiter le Pakistan. Voilà les enfants qui nous aident. Merci. Shukriya. Bok shukriya. Au revoir. Il n'y a que 15 km de route. Mais à cause de ce chemin, nous y sommes arrivés vers le soir. Nous sommes chez les Kalash. Avant d'être admis, nous devons subir le rite de purification. Ce rite a lieu dans la nuit et est lié avec des sacrifices. Les traditions des sacrifices existent depuis 1000 ans et se distinguent de différentes formes dans des différentes religions. De donations simples de fruits au meurtre massif d'animaux. Les Incas et les Mayas anciens faisaient même des sacrifices d'enfants. Comment ça se passe chez les Kalash? On va voir. Comment est ce rite? On n'en sait rien. Après notre initiation avec Sacha, nous pourrons faire notre travail dans cette région. Dans la nuit, on organise des défilés de feu. Les Kalash mettent le feu aux branches d'un arbre sacré et marchent dans les rues de son village pour éclairer la route aux esprits des ancêtres tout en dansant et chantant joyeusement. C'est une grande nuit de purification. Vous voyez plein de gens. Tout le monde attend.
car ce rite de purification concerne non seulement les étrangers, mais tous les habitants du village. Voici, on commence à enflammer le bûcher. Les hommes se groupent près du feu, prient en tenant les branches d'arbres sacrés enflammées. Tous attendent la partie principale du rite. On amène une chèvre de sacrifice dont le meurtre rituel va purifier tout le village des péchés. Dommage que la mort de l'animal étant laissée passer au festival. Pauvres chèvres, on va les tuer. Les hommes aiguisent les couteaux. Avant d'arriver ici, on nous a demandé de nous laver. Les gens se lavent les mains avec du vin. Les branches de genièvre. Nous avons vu ça chez des chamans. Le genièvre, le voilà. On l'allume. La chèvre rituelle est prête. Un homme a passé tenant une branche de genièvre et envoyant la fumée sur les gens. Il arrive vers la chèvre et on va l'égorger. C'est le plus affreux. Chaque religion a ses lois. Les sacrifices sont étrangers aux chrétiens. Pendant le Kurban Bayram, les musulmans égorgent les millions d'animaux. Partout sur la planète, j'ai contacté des peuples pratiquant le meurtre rituel des animaux. Les Kalash ne font pas d'exception, même si cela paraît affreux pour les Européens. Le sang a coulé sur le plancher. Le feu brûle. On arrose tout le monde du sang, y compris moi. Les gouttes de sang tombent sur tout. C'est justement ça qui purifie chacun. Tous les malheurs restent dans le passé. Une vie nouvelle commence pour l'année prochaine, jusqu'au décembre. Et voilà une goutte sur moi. On le voit bien sur ma veste. Ce n'est pas un rite d'initiation. Dans une autre religion, c'est tout simplement un laisser-passer au festival. Il est nécessaire pour y assister. Les Kalash sont énormément heureux quand on les arrose du sang. Ce qui pour nous est affreux est une composante du festival selon les traditions locales. C'est horrible comme beaucoup d'autres choses qu'on a vues dans cette région. C'est terrifiant, mais telle est la réalité. Ce rite s'appelle le gibier. En fait, c'est une loi religieuse qu'on doit suivre. En sacrifiant, nous prions pour le bien-être de nous-mêmes et du monde entier. Il est nécessaire de se purifier avant la fête. Si quelqu'un viole la loi et ne se purifie pas, il sera malheureux et malchanceux toute l'année. C'est tout, les amis. Ce rite affreux est fini. Regardez notre Sacha Dmitriev qui a aussi reçu la possibilité d'être présente au festival. Sacha, voici le sang sur sa veste. Encore une goutte. C'est un cauchemar. Pauvres animaux. Je suis de ton avis. Je prouve les mêmes émotions. On peut dire que nous deux, nous sommes maintenant des Kalash. Plutôt un peu des Kalash? C'est ça, vous êtes un peu des Kalash. Pour devenir de vrais Kalash, il faut revenir régulièrement chez nous, apprendre nos lois et nos traditions et se convertir dans notre religion. En attendant, réjouissez-vous de la fête. Le lendemain, c'est le moment culminant de la fête, le carnaval. Le jour du solstice d'hiver, les Kalash célèbrent le Nouvel An. À l'entrée, selon le style du Pakistan, on passe à travers le détecteur de métal, Ishpata. Ishpata. Plein de police, de militaires, de gardiens. On dirait qu'il y a plus de gardiens que de participants du festival. On voit des gens armés sur les toits, les soldats sur les balcons. Partout. De telles mesures de sécurité sont habituelles pour le Pakistan. Il n'y a aucun événement sans la garde armée. Il existe toujours la possibilité des provocations et des actes terroristes. La sûreté des Kalash est très importante.
Il n'en reste que 3000 de représentants de ce peuple. Ils sont uniques et les derniers. C'est pourquoi les autorités protègent des Kalash. Après des chants tranquilles, un groupe de gens fait éruption. Et le carnaval commence. On dirait même une discothèque. En voilà les participants du carnaval. Ils sont vraiment très nombreux. Prêtez attention, leurs visages sont complètement couverts. C'est une des particularités. Ici, des hommes se déguisent en femmes et les femmes en hommes. Depuis des temps anciens, le festival célèbre l'esprit de Balmain, le protecteur des pâturages qui peut se montrer et comme un homme et comme une femme. C'est un élément particulier du festival. Les jeunes filles dansent dans les habits d'hommes et les garçons en robe avec un visage couvert. Il y a plein de touristes, surtout des Pakistanais. Il y a même des Sandis. Tout filme avec des caméras ou téléphones. On dirait les Kalash ne le remarquent pas et se réjouissent de tout cœur. Les hommes et les femmes dansent à part. Pendant la fête, la jeune fille peut choisir son mari potentiel et même lui confier ses sentiments pendant les danses sur la place centrale. Bonjour les jeunes filles, bonne fête. À vous aussi. Ce jour est-il important pour vous? Bien sûr, très important. On s'y préparait pendant 2 semaines. Notre fête est très belle et joyeuse. Êtes-vous marié? Non. La tradition dit aujourd'hui on peut se trouver un mari. Vous le cherchez ou non? Il y a tant de beaux garçons à cette discothèque. Oui, c'est une tradition, mais ce n'est pas dans mes plans. Pourquoi? C'est une journée favorable pour cela. Avez-vous des amis qui ont trouvé un mari pendant cette fête? Même beaucoup. L'une d'elles s'est mariée récemment. Je suppose que vous ne voulez pas en parler. Vous avez raison, c'est un secret. D'accord, j'ai compris. Je vous souhaite de trouver un fiancé à votre ami aussi. Amin. 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 Ayez espoir. Bonne chance. Ishpata. Allons voir les fiancés, les amis. Regardez comment ils se divertissent. Dans un cercle à part, les mecs dansent avec plus de verve sous les couilles sur les jerrycans pour l'essence. Sous peu, les femmes vont les rejoindre. Ce peuple sait se divertir. Il y a quelques centaines de personnes ici. Tous ont bu du vin local et bouffé dans sans aucun gêne. Un truc très important. Après le festival dans la tribu des Kalash, il y aura beaucoup de nouvelles familles. On croit que si on trouve un fiancé ce jour-là, le couple sera heureux. L'essentiel est de n'en parler à personne. En écoutant les coups sur des ustensiles de cuisine et les mélodies anciennes, les Kalash vont se réjouir toute la journée la plus courte de l'année. Le lendemain, avec le lever du soleil, un nouveau cycle va commencer. Ce sera une nouvelle année pour cette tribu unique des Kalash. Nous avons vu un des peuples les plus uniques sur la planète, une tribu peu nombreuse qui au XXIe siècle garde toujours des traditions très anciennes. Le Dieu nous a donné les règles de vie qu'on suit d'une génération à une autre. Notre religion doit survivre. J'ai reçu une instruction supérieure, mais après mes études à Peshawar, je suis revenu parce que je suis une Kalash et dois vivre suivant les traditions pour sauvegarder notre culture et notre religion. Quand on aura un bon Internet, on aura plus de possibilités pour les études. On pourra s'occuper du business online sans partir d'ici. Autrement, notre culture va périr. Nous voulons la garder. Aujourd'hui, il est un moment unique de voir la vie de la tribu des Kalash dans un état très authentique. Ils le font pour eux-mêmes depuis des siècles. C'est grâce à l'estime de leur culture que les Kalash ont réussi à sauvegarder leur culture et tradition dans un pays musulman très conservatif.
Dommage que cette coexistence des religions opposées ne soit possible que rarement. Nous allons partir dans une région où la foi a donné lieu à un conflit militaire persistant, à Cachemire. Nous sommes à Islamabad, la capitale du Pakistan. Un voyage fantastique nous attend aujourd'hui. Nous allons voir du haut du vol d'animaux, des endroits montagneux incroyables. Il nous faut un hélicoptère pour ça. On y va! J'ai oublié d'attacher ma ceinture. On s'envole. On monte plus haut. Et on vole vers les hauteurs enneigées. Depuis plus de 70 ans, on reçoit du Cachemire des nouvelles sur des affrontements, des fusillades et des opérations militaires. On recommande aux touristes de ne pas y aller. Les régions frontalières sont contrôlées par des militaires. C'est justement grâce à l'armée du Pakistan qu'on peut voir tout cela. Un quart d'heure d'Islamabad et c'est déjà le territoire du Cachemire. Il n'y a que l'armée pakistanaise qui peut y survoler. Aucun avion d'aucun oligarque n'aura jamais la permission d'y aller. Ce territoire n'est accessible que pour les militaires. Vous voyez les cadres uniques car ces endroits sont fermés pour les touristes et pratiquement inaccessibles. Parfois, il n'y a même pas de route. Depuis des siècles, ce lieu n'était pas stable. Historiquement, il y avait beaucoup de principautés et par conséquent beaucoup de souverains, dont des conflits et des différends. Aucune stabilité. Le conflit le plus vaste a eu lieu après la partition de l'Inde coloniale en 1947. L'Inde britannique était partagée en l'Inde et le Pakistan d'après le principe religieux. La partie à la majorité hindoue était donnée à l'Inde et celle avec la majorité musulmane au Pakistan. À l'époque, à Cachemire vivaient près de 70% des musulmans. D'après le principe religieux, ces territoires devaient passer au Pakistan. Mais Hari Singh, le Maharaja du Cachemire qui était hindou, a signé l'accession de Cachemire à l'Union indienne. En invoquant ce document, l'Inde essaie de prouver que le Cachemire est son territoire. Le Pakistan prétend qu'on n'a rien demandé à la population et qu'il n'y avait pas eu de référendum. Plus de 70 ans de rhétorique n'ont rien changé. Il y a eu 3 guerres indo-pakistanaises et une grande quantité d'opérations militaires. Malheureusement, ça dure toujours. La ligne du front est devenue la ligne du contrôle, qui est une frontière de facto sans être reconnue d'aucune des parties de jour. Tout est très précaire. D'un côté de la colline est l'Inde, de l'autre, le Pakistan. Cette frontière est conditionnelle, plutôt la ligne de partition. Nous sommes au-dessus du province Azad-Cachemire. C'est une partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan. Nous nous trouvons sur le territoire du Pakistan. Si nous nous approcherons là-bas, on va nous tirer dessus. Dans les montagnes, la ligne du contrôle a ses repères naturels, les hauteurs des montagnes et les cours des rivières. On voit une rivière. Elle divise provisoirement le Pakistan et l'Inde. Nous sommes au Pakistan. Là, c'est l'Inde. Regardez la couleur de l'eau. Un bleu idéal.
Ici, il y a beaucoup de lacs et de rivières ayant une eau bleue idéale. C'est pourquoi on dit que ce lieu est une perle bleue. À 1 heure de vol d'Islamabad commence l'Himalaya d'Ouest. Il fait tellement froid, mais c'est féerique. Les conditions du vol sont très difficiles. C'est pourquoi les pilotes ont un grade du commandant, pas moins. Ils sont de vrais A. On a pris de l'oxygène car c'est très haut et les pilotes doivent être vigilants et avoir une conscience claire. Si on sent un étourdissement à cause de l'altitude, il faut respirer de l'oxygène. Je vais respirer un peu et vous parlerai de mes sentiments. Super. La tête me tourne moins car la prise d'altitude est brusque. J'aide mon organisme de s'habituer à l'air raréfié. Un état d'ébriété légère. Pour assurer l'activité de l'aviation dans beaucoup de villages, les forces aériennes du Pakistan ont créé des bases où on peut reprendre de l'essence. On est dans la localité Khel, juste à la frontière d'Azad-Cachemire. Oui, il nous faut prendre de l'essence. Il en faut beaucoup dans les montagnes. On voit des tonneaux avec l'essence. On atterrit et fait le plein. On continuera. Combien d'années volez-vous? 12 ans. Les conditions de vol dans les montagnes sont très compliquées et dangereuses. Quelle était la situation la plus compliquée dans votre pratique? On a de tout. Récemment, il y a eu une situation compliquée quand il a fallu évacuer nos collègues qui se sont retrouvés dans les montagnes après de fortes pluies. On n'avait pas de place pour s'atterrir, mais tout est bien passé. En hiver, de telles situations ne sont pas rares. Il y a beaucoup de neige et l'hélicoptère reste l'unique moyen de liaison. Est-ce que les glissements de terrain arrivent souvent? Assez souvent. Tu as dû remarquer des maisons construites sur les versants des montagnes, donc exposées aux glissements de terrain. L'année dernière, on a dû évacuer les habitants de 2 villages recouverts lors d'un glissement. On m'a demandé de descendre. L'hélicoptère va aller sur la place voisine pour prendre de l'essence. C'est une vraie tournée ici. Car à cause des routes, l'aviation militaire est très demandée. On doit aider les gens, amener des produits, transporter des gens dans la ville, à l'hôpital, etc. En voilà un roc. Les hélicoptères changent de place. Le nôtre va faire le plein. Nous avons une possibilité unique de nous retrouver dans cette partie de Cachemire où il est impossible d'aller en voiture. La plupart d'endroits sont sous la garde. Vous aurez les militaires à vos côtés ou n'y irez pas du tout. On a repris de l'essence et on peut partir.
Ces lieux ont un potentiel touristique incroyable. Ça peut devenir un repère du tourisme de montagne en avion. On peut y proposer tant d'itinéraires, tant de pistes de ski, un vrai Éden. On aimerait tellement que la guerre finisse. L'essentiel est que les gens vivent en paix et personne ne périsse. Cachemire est situé au carrefour des religions, l'islam et l'hindouisme, ce qui est devenu une vraie tragédie pour les indigènes. Dans le contexte du conflit interminable indo-pakistanais durant plus de 70 ans, il est un peu difficile de se représenter ce qu'on voit ici dans la province Baloutchistan au Pakistan musulman. Notre vieux bus roule dans un désert incroyable. Vous ne devinerez jamais où on se trouve, ni avec qui, ni où nous allons. Je vais me retourner et dire bonjour aux passagers. Namasté! 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 Vous n'y croirez pas, les amis. Nous sommes au Pakistan, à Baloutchistan, en compagnie de pèlerins hindouistes qui se dirigent vers un lieu sacré. Voir un bus plein d'hindouistes au Pakistan et en plus entendre le bonjour en hindi est très inattendu. Ici, on les estime aussi des infidèles. Comment vivent-ils parmi les musulmans? Ils chantent leurs prières traditionnelles hindoues. On est à Angu, le plus grand parc national naturel du Pakistan qui occupe 165 000 hectares. On y trouve des paysages immenses, des déserts, des rochers fantastiques, le bord de la mer d'Oman, mais les volcans sont des choses les plus impressionnantes. Le bus a quitté la route et se dirige vers ce volcan pittoresque. Quel est ce volcan et pourquoi les pèlerins hindous veulent le visiter? On va le demander. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rajvardi. Enchanté, je suis Dima. Où allez-vous? Nous allons vers le volcan pour prier Shiva. Vous aussi allez prier? Oui. Quel est votre nom? Ashia. Enchanté. En nom du volcan, on peut faire un vœu qui sera réalisé. Super! Est-ce que vos vœux ont été réalisés après la visite sur le volcan? Oui, toujours. Qu'allez-vous demander aujourd'hui? Aujourd'hui, j'y vais pour remercier. J'avais demandé à Shiva d'améliorer la santé de mon frère qui va beaucoup mieux. Que le Dieu le garde. Ce lieu est estimé sacré par les hindouistes et lié avec Shiva, un des dieux principaux de l'hindouisme. Les hindouistes du Pakistan ne peuvent pas aller en Inde, mais il y a des lieux sacrés au Pakistan aussi. Nous sommes en route vers un des plus sacrés, un volcan actif. Le volcan Chandragu est notre sanctuaire et l'incarnation de Shiva. Vous y revenez souvent? 2 fois par an, avant la fête d'Diwali et après Holi. On a vu Holi en Inde. C'est la fête quand tout le monde se jette des couleurs. On fait Holi au Pakistan aussi? Vous jetez des couleurs? Bien sûr. Venez obligatoirement chez nous. Donc au Pakistan, on célèbre Holi et se jette des couleurs. Il paraît qu'on est déjà arrivé. Justement, puis-je aller avec vous pour voir? Bien sûr. On va monter à eau et faire des sacrifices de noix de coco en formulant nos vœux. Les autres vont remercier pour la réalisation de leurs vœux. Oh là là! Quel escalier! Qu'il est immense, ce volcan! Je vois qu'on a déjà apporté les noix de coco. C'est spécialement pour le rituel? Oui. D'après ce que je sais, les noix de coco sont sacrées dans l'hindouisme. Ils contiennent de l'eau d'une pureté idéale. Oui. Qu'allez-vous faire? Vous la jetterez dans le volcan? On formule ses vœux d'abord et puis on la jette comme un don pour le volcan. D'habitude, on se représente le volcan comme une montagne immense à la forme du cône d'où découle de la lave brûlante et des cendres. Ici, c'est différent. Au milieu du désert Baloutchistan, on voit un sommet de 91 mètres avec les coulées de boue. Ce n'est pas un volcan simple. C'est un phénomène de la nature. Je vais vous le prouver. Vous voyez les coulées de lave, soi-disant. Je marche sur cette lave
qui rappelle la glaise. Cela prouve que ce volcan est un volcan de boue. Le volcan éjecte un mélange, vous envoyez découler. C'est un mélange de la roche, de la glaise et du sol qui fait éruption des entrailles de la Terre à cause des gaz qui s'y forment. On va monter et voir comment ça fonctionne. On commence à monter. Il est intéressant que le programme Le Monde à l'envers va voir pour la première fois un volcan debout. Ils sont nombreux, souterrains et sous-marins. Celui-là a une forme classique du cône. J'ai hâte de voir son cratère. Les volcans de Beloutchistan sont nommés les volcans de Lune. Leur paysage rappelle celui d'extraterrestres. Les savants supposent que les volcans de boue peuvent exister sur la planète rouge, le Mars. Les premières photos des paysages martiens rappellent beaucoup ceux du Pakistan. Comparez. Réfléchissez bien avant de partir en expédition sur Mars. Ce voyage prendra 7 ou 8 mois, tandis que pour aller au Pakistan, il suffit 24 heures avec les escales. Je n'en sais rien quant aux autres planètes, mais ici, même avec un escalier, la montée est difficile. Une pente escarpée, une chaleur insupportable, plus de 30 degrés. Beaucoup de pèlerins font des pauses dans leur ascension. Il n'y a pas longtemps, cet escalier n'existait pas. On devait escalader la pente couverte de boue. Namasté. Namasté. Tu y viens souvent? C'est la première fois. Quel est ton vœu? Je veux que mon papa obtienne une promotion. Namasté. Namasté. Je confonds tout le temps comment faire correctement. Quel est votre nom? Manjula Lahani. Combien de fois y êtes-vous venu? C'est la deuxième fois. Qu'avez-vous demandé? J'ai demandé les fiançailles pour mon fils. Maintenant, je veux remercier. Le fils est déjà marié? Oui. Nous aussi, nous allons prendre part à ce rituel. Enfin, on est à la hauteur du volcan Chandragou. Le voilà! Le cratère! Vous voyez que le cratère est complètement rempli de cette masse. Est-elle chaude? Pas trop, liquide comme du beurre. Il faut marcher très attentivement. Fais gaffe, ça n'y a autrement. Vous voyez bien qu'il faut être attentif. Ça glisse. Si on tombe, on peut s'envoler. Regardez, vous voyez, j'y ai posé le pied, c'est très profond. On dit que si on y saute, on va se noyer. C'est ça. Il ne faut marcher que sur le bord. Si vous y tombez, vous y resterez. Quelle est la profondeur? Je ne sais pas. J'ai entendu dire qu'un étranger voulait la mesurer. Il est allé dedans, on ne l'a revu plus. Malgré l'apparence de sécurité, le volcan est très dangereux. Si on y met son pied ou saute, c'est fini. On sera couvert de ce bout sans possibilité de s'en échapper, il paraît. Au toucher, c'est une mince membrane. Ici, on peut poser le pied, se tenir debout, mais plus loin, là-bas, c'est sans variante. Les racines de volcans debout peuvent avoir 10-11 km de profondeur. C'est pourquoi ils sont intéressants pour les savants. Grâce aux éruptions, ils peuvent étudier la composition de notre planète dans l'intérieur. Comment vous appelez-vous? Hardas. Vous êtes le citoyen du Pakistan? Oui. En plus, je suis le brahman. C'est la caste supérieure de l'hindouisme. Vous respectez le système de caste au Pakistan aussi? Mais bien sûr. Enfin, un prêtre est choisi de votre caste?
Oui, c'est le brahman qui lit des prières pendant toutes les cérémonies, mariage, enterrement, fête. Alors, vous pouvez me dire si ce volcan au Pakistan peut être nommé en temple hindou naturel? Sûrement. C'est un lieu très ancien. Il est décrit déjà dans nos Védas qui existent depuis un millénaire. Shiva y venait pour prier. Il venait et disparaissait quand il voulait. Disparaître ici, aucun problème. Ce lieu est apparu après la mort de Sati, la première femme de Shiva. Il était très malheureux et portait son corps avant que les autres dieux ne les divisaient en 52 parties et dispersaient partout dans le monde. Sa tête est tombée non loin d'ici où se trouve un temple. Shiva était tellement en colère qu'un volcan est apparu sous ses pieds. De différents peuples ont la tradition des sacrifices au volcan. Croyant que les dieux vivent dans le cratère du volcan, les Aztèques anciens leur sacrifiaient des gens. Sur l'île de Java en Indonésie, même de nos jours, on jette dans le volcan actif bromo de tout, des fruits aux animaux, pour que les dieux soient favorables. Le sacrifice de noix de coco est le plus inoffensif. D'après la légende, le sage de Veda Vishwamitra, qui n'a pas aimé les sacrifices d'animaux dans les temples hindous, a proposé de casser les noix de coco. Depuis, on les utilise pratiquement dans tous les rites hindous en sacrifiant aux dieux qu'on compte des millions dans l'hindouisme. Ça se fait comme ça. Verser de l'eau sur la noix, la recouvrir de boue, dire la prière et jeter au centre du cratère. Oh, elle est plongée tout de suite. Est-ce un bon signe? Oui, c'est le signe de Shiva. Encore un. Vous avez vu que ça vient de faire une bulle. Ce sont les gaz qui en sortent. Le volcan éjecte un peu de cette masse de dessous de la terre et ça fait bouillonner le boue périodiquement. Encore une bulle. Ce bouillonnement lent du volcan de boue s'explique par les émissions de méthane, de dioxyde de carbone et d'azote. Ces micro-éruptions ont un sens particulier pour les hindouistes. On dit qu'une bulle signifie qu'on vous a entendu et votre vœu sera réalisé. Oui, c'est vrai. Quel est votre nom? Bharatana. Qu'avez-vous demandé à Shiva aujourd'hui? De la santé pour mes enfants et de l'instruction. Que tout soit bien à la maison. Que tous vos vœux se réalisent. Bonne chance. Les pèlerins jettent les noix de coco à tour de rôle. Chacun pense à son vœu et attend la bulle qu'ils estiment d'être divine. Que le Dieu envoie une bulle. Oh, ça y est! La bulle doit apparaître. Regardez bien. Une bulle, s'il te plaît. Ça n'arrive pas pour chacun. C'est tout? Quel était votre vœu? J'ai demandé que tout soit bien quant au travail, la santé et l'argent pour tout le monde. Oh, quand même. Comment le faire correctement? Asseyez-vous. Et après, posez la noix de coco là-bas. Je pose ma noix, prends la boue et on recouvre ma noix. Formulez votre vœu. Faites les mains comme ça. On dit chez nous de ne pas le raconter, donc je garderai mon vœu pour moi. Maintenant, je la prends et jette, c'est ça? Jetez dans le volcan et prononcez Garavar Magader. Garavar Magader! Oh! Et une bulle, tout de suite! Oh! Une bulle! Super! C'est tellement excitant. Des bulles de nouveau. On dirait qu'il veut exécuter beaucoup de vœux. C'est parce que les vœux sont bons et purs. Le Dieu est toujours bon. Il n'y a que les humains qui peuvent être mauvais. Nous comprenons qu'au Pakistan, les hindouistes sont kafirs, donc des infidèles. Peut-être ils ont des problèmes? Vous êtes hindouiste qui vit dans un pays musulman. Est-ce que cela vous pose des problèmes? Êtes-vous à l'aise? Nous nous entendons très bien avec les musulmans au Pakistan. Nous estimons les uns les autres et vivons sans problème. C'est très bien. Est-ce que vous allez à l'aise en Inde? Moi, non. Par contre, mon père et mon grand-père y sont allés. Les hindouistes vivent à côté des musulmans, visitent leurs sanctuaires, prient leurs dieux, suivent leurs rites.
mais ils ne visitent pas l'Inde. Nous avons eu la chance de rencontrer un musulman et apprendre ce qu'il pense de ce sanctuaire des hindouistes. Bonjour, monsieur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Pas namasté. Il me semble, d'après votre visage, que vous êtes plutôt le musulman. Pourquoi vous êtes venu dans un sanctuaire d'hindouistes? Je n'ai vu de lieu pareil qu'au cinéma. C'est la première fois dans la vie réelle. Très impressionnant. Surtout comme un phénomène de la nature. C'est ça. Dites franchement, est-ce que vraiment vous vous entendez bien avec les hindouistes quand vous êtes venus dans le même bus? Oui, on vit en ami. Tandis que les relations entre le Pakistan et l'Inde sont très compliquées. Nous n'avons rien contre les autres religions. Les hindouistes sont comme des frères pour nous. Ils vivent aussi dans ce pays. Comme vous voyez vous-même, l'essentiel, c'est l'amour et l'amitié. Ici, j'ai regardé le Pakistan de notre point de vue. Comme depuis 1947, il est en guerre avec l'Inde. Je ne supposais pas de pouvoir rencontrer tant d'hindouistes qui sont absolument égaux avec d'autres citoyens du Pakistan. C'est un fait. Il y a 6 mois, nous avons commencé à étudier un pays peu connu, entouré de beaucoup de mythes. Nous avons vu de nos propres yeux que les habitants du Pakistan sont bons, ouverts et hospitaliers. Pakistan, nous nous sommes convaincus que les femmes ne sont pas privées de leurs droits. Toutes les femmes ont droit à l'éducation, on ne les retient pas à la maison. Les représentants d'autres religions peuvent y vivre suivant leurs traditions parmi les musulmans. Le Pakistan nous a fait donc de nouveaux amis. Merci! De la connaissance avec les personnes du sang royal. Je peux me vanter d'interviewer un homme qui aurait pu devenir le roi. À donner la compréhension nouvelle de la Bible, c'est pas par hasard qu'ici, d'après ce qu'on dit, Adam et Ève sont descendus des cieux sur la terre. Nous a impressionnés de ces lieux magiques. Par ces auteurs, des faits descendent dans notre monde et viennent chez moi. Et des gens hors du commun. Je suis le renard. Nous a présenté les sports extrêmes. Holy moly! Donne l'occasion d'essayer des professions uniques. On voit alors apparaître de nulle part du sable. Un numéro défiant la mort, mes amis. Qui est le premier client? On y va! A ouvert le vrai envers de la vie dans ce pays. C'est tellement dangereux que même vers le distributeur, on va avec un gardien. Oui. C'est vraiment dommage que dans beaucoup de régions du pays, on doit aller avec la garde. C'est la première fois que je dois me déplacer dans la ville comme ça. Même les gardiens sont devenus nos amis. Le Pakistan s'est impressionné et choqué en même temps. C'est pour cela qu'on s'en souvient longtemps. Nous y reviendrons. À la prochaine! Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov.